Ensemble, nous allons voir au cours de cette vidéo les premiers signes retrouvés au cours de la sémiologie digestive, à savoir les troubles de l'appétit, la dysphagie, les vomissements et pour finir les troubles du transit. Juste pour mettre les choses au clair, la diapo que je vais utiliser dans cette vidéo n'est pas la mienne. Je l'ai retrouvée dans un drive et malheureusement, je ne sais pas c'est qui le prof, mais en tout cas, on le remercie énormément. Donc, on va commencer notre cours. La sémiologie digestive. En fait, les symptômes que j'ai énumérés auparavant, ce sont des symptômes qui sont souvent retrouvés en consultation. Donc, en pratique courante, ce sont des symptômes qui y amènent le patient à consulter, qui peuvent soit cacher des pathologies banales, mais également peuvent cacher des pathologies pénibles. Parfois même, pour certains symptômes, il y a des urgences métaboliques, digestives et même des urgences extra-digestives, notamment cardiaques. On les verra tout à l'heure. C'est-à-dire, ces symptômes, ce sont des symptômes qui sont reliés à l'appareil digestif. Mais attention, c'est vrai, ils sont reliés à l'appareil digestif, c'est pourquoi on va les faire dans cette unité digestive. Mais attention, il n'y a pas que l'appareil digestif qui peut engendrer ces manifestations rapportées par le patient. Car je vous ai dit juste avant, il y a des urgences métaboliques, des urgences cardiologiques. Donc c'est important de les connaître, ces signes, de les maîtriser et de les analyser sur le plan sémiologique pour orienter votre démarche diagnostique. Est-ce que c'est une urgence ou ce n'est pas une urgence? Parce que faut savoir que l'urgence, elle n'attend pas. On va commencer donc, sans trop tarder, par les troubles de l'appétit. On va les voir soit dans l'excès ou dans le déficit. Les troubles de l'appétit dans le déficit, on appelle ça anorexie. C'est-à-dire, quand tu es malade, il ne veut pas manger, on appelle ça en terminologie médicale anorexie. Alors, c'est quoi l'anorexie? Définition, c'est une diminution de l'appétit. Et quand c'est au maximum, c'est un patient qui a une perte totale d'appétit. Ça va d'une simple diminution en quantité jusqu'à l'absence totale de l'alimentation. Il n'a pas envie de manger. Ce qui est important dans ce signe, c'est qu'il y a des manifestations qu'il faut savoir rechercher et c'est ce qui m'intéresse. Moi, c'est de faire la différence. On va voir ça tout de suite. C'est-à-dire, quand je dis je n'ai pas envie de manger parce que j'ai envie de perdre du poids, est-ce que ça c'est alarmant? Non, ce n'est pas alarmant. C'est ma décision. J'ai décidé de ne pas manger, de ne pas prendre du poids. C'est une décision réfléchie. C'est quelque chose que j'ai programmé moi. C'est-à-dire, je réduis ce qui va augmenter mon poids. Je garde quand même l'apport nutritif en sa globalité. Donc l'alimentation, elle reste équilibrée. Donc la perte pondérale, elle n'est pas quelque chose d'alarmant parce que c'est quelque chose de prévu, de programmé dans ce cas-là. Par contre, perdre son poids et perdre son appétit, puis perdre du poids par la suite, sans que ça soit programmé, ça ce n'est pas normal. Il y a certainement derrière cet amaigrissement dans ce cas-là une anorexie. Donc soit c'est un problème parmi les causes, parmi les causes de l'anorexie, ça pourrait être un problème inflammatoire, infectieux, c'est une infection, une inflammation, soit néoplasique ou parfois même endocrinien. L'exemple, on l'a vu dans les vidéos passées, l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, il y aura un hypercatabolisme qui va causer par la suite un amaigrissement. Donc, une perte d'appétit programmée, bon, on va pas dire perte d'appétit programmée, diminuer l'apport nutritionnel, mais tout en gardant les éléments de base qui vont donner une alimentation équilibrée, ça ce n'est pas alarmant. Mais quand il y a une anorexie pas programmée avec une perte d'appétit sans savoir la cause, plus, là c'est important ce que je dis, plus des signes généraux,
Signe général, c'est toujours pathologique. Anorexie plus signe général, c'est toujours pathologique. C'est la première leçon que je veux que vous reteniez dans ce cours-là. Anorexie plus signes généraux ou bien anorexie plus des symptômes associés, c'est-à-dire quand je dis par exemple anorexie plus vomissement, anorexie plus fièvre, anorexie plus tout ce qui va avec, ça oriente vers un problème. On a dit infectieux ou inflammatoire ou néoplasique ou c'est une endocrinopathie. On verra par la suite lesquelles. Le deuxième cas de figure, vous le voyez juste en deuxième lieu par un petit tiret anorexie mentale. Ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec l'organisme. C'est une anorexie mentale. C'est l'état psychologique du patient. Elle est toujours pas programmée, il ne le veut pas. C'est psychologiquement, psychiquement, c'est un problème qui est grave d'ailleurs et qui est très fréquent. Mais c'est un patient qui est dans une situation mentale, on a dit une situation mentale qui est pathologique, qui fait ce qu'il fait, cet état pathologique, elle va faire cet état pathologique, cet état, il va faire qu'il aura une anorexie mentale. Il n'y a rien au niveau de l'organisme. C'est un patient qui va être pris en charge en psychiatrie et ça, donc, on a dit que c'est fréquent et c'est grave. Et généralement, c'est chez la jeune fille. Voilà. Ça, ce qu'on a dit, c'est dans le sens de la diminution. Maintenant, on va voir dans le signe de l'élévation. On aura deux situations. Soit c'est la boulimie, soit c'est la polyphagie. Alors, c'est quoi la différence entre boulimie et polyphagie? Boulimie, c'est des gens qui vont se mettre à ingérer beaucoup de nourriture, mais par la suite, qui vont se faire, c'est important, qui vont se faire vomir volontairement. Dans cette situation, même s'il mange beaucoup, s'il se fait vomir par la suite, il va garder un poids normal. Dans cette situation donc, il se fait vomir comme j'ai dit. C'est-à-dire, il ne vomit pas involontairement, comme c'est le cas quand on est malade par exemple. Là, c'est l'arc réflexe qui va intervenir. On contrôle pas d'ailleurs c'est quand qu'on vomit ou bien comment on va vomir ou bien où on va vomir. On peut même pas aller jusque là où il faut vomir. Par exemple, dans les toilettes ou je sais pas. Donc, on va vomir par exemple dans notre lit, au sol, etc. Donc, c'est involontaire. Le vomissement, c'est involontaire. Mais dans la boulimie, c'est le sujet qui se fait vomir. Il se fait vomir. Il déclenche le réflexe ici nauséeux. Et il déclenche le réflexe du vomissement. Voilà. Et généralement, la boulimie et l'anorexie, ce sont des pathologies psychiatriques. Ce n'est pas normal, quelqu'un qui se fait vomir. Et généralement, les personnes qui ont une anorexie mentale, ils sont boulimiques au début. À la longue, ça devient une anorexie. Ils refusent carrément de s'alimenter. Ok. Pour la polyphagie, ça c'est autre chose. C'est les grands gourmands, au fait. Ils mangent beaucoup, ils prennent du poids, ils ne sont pas forcément malades. Et ce qui m'intéresse moi dans la polyphagie, c'est le contexte de la polyphagie pathologique. Et là, vous avez le syndrome cardinal qui associe polyphagie, polydipsie, polyurie et amaigrissement. Et là, c'est une endocrinopathie qui est cachée derrière. C'est le diabète sucré. Et quand donc c'est un diabète de type 1, même s'il mange beaucoup le sujet, il va maigrir. C'est un signe d'insulinopénie absolue. Il n'y a pas d'insuline et donc le glucose n'a pas la clé qui est l'insuline pour entrer à l'intérieur des cellules. Les cellules vont donner le signal, l'organisme va se rabattre sur les acides aminés et les acides gras. Le sujet se retrouve maigre. C'est également le cas avec le diabète de type 2 quand c'est le stade requérant d'insulinopénie absolue. Voilà. Ça, c'est pour les troubles de l'appétit. On va voir maintenant la dysphagie, les vomissements et les troubles du transit pour finir.
Donc, c'est également toujours des symptômes, des signes qui amènent le patient à consulter. On va s'intéresser en premier à la dysphagie. Ça veut dire quoi, dysphagie? Est-ce que vous avez déjà eu une angine dans votre vie? Moi, je dirais certainement oui, vous avez déjà eu une angine. Quand vous avez une angine, vous avalez, vous allez vous rendre compte que le bol alimentaire est en train de descendre quand vous avalez. Vous sentez la salive comme ça s'accrocher et tout. À l'état normal, non. On avale, on sent pas quelque chose qui s'accroche et tout. Et vous allez me dire, quand on a une angine, ça fait aussi mal. Oui, ça fait aussi mal, mais là, on l'appelle pas dysphagie. Dans ce cas-là, quand ça fait mal, quand on avale, on l'appelle odynophagie. C'est pas la même chose. Donc, un malade qui a un obstacle, soit endoluminal ou extraluminal sur ce trajet, il va sentir une dysphagie. Il va sentir que l'aliment ou le liquide s'accroche. Il va s'accrocher au coin. Ça coince quelque part. On appelle ça une gêne. Dysphagie, c'est une gêne à la déglutition. Et j'appuie sur le mot gêne à la déglutition. J'ai donné l'exemple de l'angine juste pour que vous compreniez. Et la dysphagie, qui est une gêne, elle est très différente, comme je vous ai dit, de la douleur. Je vous ai dit qu'il s'appelle odynophagie. Pourquoi odynophagie? Odyno, c'est la douleur et phagie, c'est quand on avale. Donc, c'est la douleur quand on avale. Et la dysphagie, c'est juste la gêne. Il n'y a pas forcément la douleur quand on dit dysphagie. C'est la gêne à la déglutition. Et odynophagie, c'est la douleur à la déglutition et c'est pas la même chose. Et l'angine, l'exemple que je vous ai donné, on a les deux. On a la douleur et la gêne. L'odynophagie et la dysphagie. On sent que ça s'accroche et on a la douleur. On peut avoir par exemple aussi la compression par un ganglion de l'œsophage, un ganglion ou une tumeur qui va comprimer l'œsophage. Il y aura une dysphagie. Je vais vous donner après les causes de dysphagie qui vont comprimer ou qui vont donc gêner la progression du bol alimentaire à l'intérieur de l'œsophage. Donc, la dysphagie correspond à la sensation de gêne, pas de douleur, pas de douleur, de gêne, lors du passage des aliments, que ce soit liquide, solide ou les deux, au travers de l'œsophage, de la bouche jusqu'à l'estomac. Ok. Et vous allez voir qu'il y a différents types de dysphagie également. Donc, on va voir les différents types de dysphagie. Soit elle peut être une simple gêne, soit absence totale de passage, qui se nomme dans ce cas, quand c'est une absence totale de passage, une aphagie. C'est un arrêt total, rien ne passe. Donc, comment déjà, on va voir déjà un peu de physiologie quoi. Comment le bol alimentaire avance au niveau de l'œsophage déjà? C'est par péristaltisme. C'est par péristaltisme. Le bol alimentaire avance au niveau de l'œsophage par péristaltisme. Et ça, c'est important. Cette notion est très importante car par la suite, je vais vous parler de dysphagie fonctionnelle, c'est-à-dire qui va être liée au fonctionnement, au péristaltisme. Et vous compreniez que dans la dysphagie fonctionnelle, il peut y avoir un problème musculaire ou neurologique ou, comme je l'ai cité précédemment, un obstacle ou compression endoluminale. Donc, vous avez les différents mécanismes de la dysphagie. Soit elle est organique, on va expliquer, ou bien fonctionnelle. Ok. Ce symptôme de dysphagie, il est très fréquent. Il est soit organique, soit fonctionnel. C'est ce que j'ai dit jusque-là. Le siège, également, on va voir. Oui, le siège également, il est différent. Quand on dit l'angine,
c'est une dysphagie haute. La dysphagie, elle peut être haute, c'est-à-dire au niveau cervical, ou bien basse, au niveau rétrosternal. Et c'est important de poser la question à notre patient lors de l'interrogatoire. Est-ce une gêne que vous ressentez au niveau cervical, aussi haut situé, ou bien au niveau rétrosternal, bas situé, pour savoir l'orientation par la suite. Ça peut être la thyroïde qui comprime l'œsophage. Je ne vais pas aller faire un scanner fibroscopique, une fibroscopie ou bien un scanner. J'examine déjà, peut-être je vais trouver un nodule, des ganglions. Au lieu de perdre le temps à faire une fibroscopie ou un scanner, je vais faire une échographie cervicale. La situation, donc, elle diffère entre une dysphagie haute ou une dysphagie basse. C'est pourquoi que je vous parle du siège dans ce cas qui est important. Le contexte également. Le contexte également. Une dysphagie chez un sujet jeune, vous et moi. On peut avoir une angine. J'ai pris un repas. Il y a une arête de poisson qui m'est passée. J'ai pas fait attention. Je vais avoir une dysphagie. Un sujet jeune, c'est très différent. Il faut toujours se fier à l'âge. Regardez, il y a 3 croix. Plus. 3 croix à côté. Faut être vigilant. On va voir par la suite l'intoxication alcoolo-tabagique. C'est important car c'est un terrain, un sujet âgé qui consomme de l'alcool, qui est tabagique. C'est des facteurs qui doivent vous alerter. Vers quoi? Vers la néoplasie de l'œsophage. Attention. Je redis, sujet âgé, homme, tabagique, alcoolique, même si je trouve qu'il fait une angine, c'est un malade qu'il faut recontrôler après. Et habituellement, c'est une dysphagie basse. Quand c'est une néoplasie de l'œsophage, on va trouver une dysphagie basse, habituellement. Aussi, les antécédents, on vient de les énumérer. L'intoxication alcoolique et tabagique, l'ingestion de caustique. Caustique, ça veut dire quoi? Tout ce qui est eau de javel, esprit de sel, etc. Que ça soit volontaire ou involontaire. Exemple, un enfant, il avale l'esprit de sel, qui est un acide fort, sans faire attention. Sa maman l'a mis dans une petite bouteille d'eau. Ça, c'est involontaire. Ça va engendrer des lésions au niveau de l'œsophage. Oui, les produits caustiques, tous les liquides caustiques, etc., tous les produits caustiques, ils vont engendrer quoi? Des lésions au niveau de l'œsophage. Et lésion, c'est égal cicatrisation. Eh bien, dans ce cas, la cicatrisation peut être fibreuse et par la suite donner comme complication une dysphagie organique. Pourquoi organique? Car donc il y a lésion au niveau de l'organe, au niveau de l'œsophage. Elle va s'installer, elle est là, elle ne va jamais partir. Elle est là, elle s'installe. Et elle s'aggrave même jusqu'à l'aphagie. C'est ça. Donc là, c'est pour faire la différence entre organique et fonctionnelle. Mais la fonctionnelle, quand je vous parle d'une dysphagie fonctionnelle, elle vient, elle repart. Ça dépend des situations. Et on a dit, dans la fonctionnelle, on trouve 3. Là, je vous redis pour rafraîchir un peu votre mémoire. La fonctionnelle, on a la musculaire, la neurologique ou bien une compression par un obstacle. OK? Et pour, l'organique, j'ai dit, elle veut dire qu'il y a, quand on dit dysphagie organique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est installé. Il est là. Si vous ne l'enlevez pas, il est là. La dysphagie, elle est toujours là. Elle ne va pas régresser. Elle peut même s'aggraver. Un autre contexte, aussi, toujours. Par exemple, la radiothérapie. Il y a un processus tumoral, on a mis de la radiothérapie. Après la post-radiothérapie, il peut y avoir une cicatrisation, toujours avec des séquelles fibreuses. Pareil. Les patients qui ont un RGO, c'est quoi un RGO? C'est un reflux gastro-œsophagien. Ce reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire c'est quoi? C'est la remontée d'acide de l'estomac.
L'estomac, elle contient l'acide. L'acide, il va remonter. Il va remonter, c'est le reflux gastro-œsophagien qui va se faire d'une façon, donc dans ce cas, anormale. Parce qu'à l'état normal, il n'y a pas de remontée d'acide au niveau de l'œsophage. Et en remontant, c'est de l'acide, ok? Donc il va brûler l'œsophage. Ça va engendrer une œsophagite peptique. C'est comme ça qu'on l'appelle. Œsophagite peptique, qui est une lésion organique qui va se manifester par une dysphagie. C'est un patient qui va vous dire que j'ai une remontée acide et là je sens une dysphagie. C'est comme si les aliments s'accrochent. Bien sûr, il faut faire dans ce cas une fibroscopie. Car même si c'était une œsophagite, elle peut se transformer en quelque chose de méchant. Ok? Autre chose, la chirurgie, les pathologies ORL, les pathologies endocriniennes. On a dit l'exemple de, par exemple, la néoplasie de la thyroïde. Par exemple, c'est un nodule, donc c'est une thyroïde qui va comprimer l'œsophage et donc je vais avoir une dysphagie. À côté de la dysphagie, on peut avoir aussi d'autres manifestations parce que c'est haut situé. C'est haut situé dans ce cas, on pourrait avoir la dysphonie, la dyspnée, c'est-à-dire les 3D, dyspnée, dysphagie, dysphonie dans le nodule thyroïdien. Les autres manifestations, donc, dans ce cas, vont m'orienter avec mon examen clinique, bien sûr. Pour les caractères sémiologiques, c'est les circonstances de survenue. Exemple, je vous ai dit dysphagie plus fièvre plus odynophagie. C'est bon, je sais que c'est une angine. Non, il n'y a pas de fièvre, c'est une dysphagie qui était présente il y a 3 mois. Ensuite, elle a disparu, elle a réapparu un mois après. Ensuite, elle a disparu. C'est un problème fonctionnel. Je vous ai dit, ça va, puis ça vient. C'est un sujet âgé, tabagique, alcoolique. C'est une dysphagie minime. Ensuite, de plus en plus, elle s'aggrave. C'est bon, je sais, c'est une néoplasie de l'œsophage. Les circonstances de survenue de la dysphagie sont très importantes. On commence par le début. Est-ce que c'est récent ou c'est ancien? Tout ce qui est ancien, c'est de plus ou moins rassurant. Tout ce qui est récent, c'est alarmant au fait. C'est un sujet qui faisait des RGO, par exemple, des œsophagites, donc une œsophagite peptique, c'est ça le RGO. C'est ancien, mais attention, faut le suivre, car à n'importe quel moment, il peut présenter une dégénérescence. Tout ce qui est récent, il doit vous inquiéter et doit vous faire penser en premier lieu à la néoplasie. Pour le siège, on avait dit haute parfois, elle pourrait être oropharyngée, comme l'exemple de l'angine, et aussi on a donné l'exemple de la thyroïde. La dysphagie rétrosternale, dans ce cas c'est médiothoracique, et on a la dysphagie basse, elle est tout à fait basse, c'est au niveau de l'épigastre et ça peut correspondre à un problème situé au niveau du carrefour quand c'est bas ou bien au niveau du carrefour cardia. C'est quoi le cardia? Je ne sais pas, est-ce que vous vous souvenez pas? Mais c'est l'orifice par lequel l'œsophage est relié à l'estomac. Ok? Donc on a dit soit c'est haut situé, soit c'est médiothoracique au niveau rétrosternal, ou bien plus bas au niveau du carrefour cardia. Ça pourrait être à ce niveau. Voilà, ou bien aussi de la grosse tubérosité gastrique. Ça, c'est bas situé. C'est-à-dire, s'il y a un gros processus au niveau de l'estomac, au niveau de la tubérosité gastrique droite, qui va comprimer le passage cardiaque, c'est-à-dire de l'estomac à l'œsophage. C'est de là que vont descendre les aliments. Donc ça va gêner. Et c'est un patient qui va vous décrire cette gêne exactement au niveau épigastrique. Pour l'intensité, ça peut aller d'une petite gêne jusqu'à l'absence carrément de passage. Il ne peut pas avaler et c'est comme réflexe chez ces sujets-là, vous allez avoir une hypersalivation. Il y a un risque.
par la suite, on le verra, risque de fausse route dans l'aphagie, donc quand c'est, il n'y a pas de passage totalement, c'est-à-dire c'est un arrêt total. Par la suite, l'œsophage, donc quand il y a donc l'obstacle, l'œsophage risque de se dilater. Je vais vous montrer après des images. Mais attention, il y a aussi un risque, comme on a dit, de fausse route. On va voir après des exemples. Même si, donc, la pathologie causale, même si la cause n'est pas grave, le fait qu'il y a des fausses routes, ça peut aggraver la situation, hein. Un patient qui fait par exemple un AVC, une dysphagie d'origine neuromusculaire, et il a une atteinte, donc voilà, AVC, il a une atteinte neurologique, il a donc une dysphagie neuromusculaire, il va avoir des troubles de la déglutition. Dans ce cas, il n'y a aucune relation avec le tube digestif par exemple. Le tube digestif, il est sain. C'est le fonctionnement. C'est parce qu'il a un problème au niveau central. C'est la commande qui pose un problème. De ce fait, si on donne à ce patient un aliment, il risque de mourir par fausse route. C'est des patients qu'il faut gaver. Le problème, il n'est pas ici, il n'est pas au niveau de la déglutition, mais il est au niveau neuronal, il est au niveau neurologique, neuromusculaire. Imaginez un problème organique qui n'est pas au stade d'aphagie. Il y a une gêne, un rétrécissement de l'œsophage, quelle que soit l'origine. Donc le bol alimentaire qui vient de la cavité buccale, il essaye de traverser. Qu'est-ce qui va s'accrocher? En fait, qu'est-ce qui va avoir d'abord du mal à passer? Ça aussi, c'est très important. Qu'est-ce qui va avoir du mal à passer en premier à travers cet obstacle? C'est tout ce qui est solide. Le liquide, lui, il va couler, on est d'accord. Mais ce qui est plus dur à passer, c'est le solide. Si le processus en cause, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, ça va finir même par gagner le liquide. Puis le liquide même peut finir par ne pas pouvoir passer. C'est ça qu'on recherche à l'anamnèse. Il vous dit au début, c'était par exemple une bouchée de pain, maintenant même les semi-liquides, une soupe épaisse, je n'arrive pas à l'avaler. Ensuite, il vous dit même l'eau, je n'arrive pas à boire maintenant et il n'arrive pas à passer. Même la salive ne passe pas. Il y a du mal. Il y a du mal à passer. Ça sous-entend que le processus causal augmente. Donc, c'est organique. On a dit l'organique s'installe puis il s'aggrave. Ou bien, donc là, auparavant, je vous ai cité le caractère capricieux dans le fonctionnel. Eh bien, là, dans ce cas, il vous dit aujourd'hui, c'était les solides, mais il y a une semaine, c'était les liquides. C'est-à-dire, il y avait un spasme qui était très marqué. C'est pourquoi les liquides, ils ne passaient pas. Maintenant, le spasme est moins marqué, donc les solides vont passer. Pour récapituler, quand c'est quelque chose d'organique, il ne peut pas revenir en arrière. C'est d'abord les solides, puis les liquides. Mais quand il y a le caractère capricieux, ça va, ça vient. La dysphagie, voilà, ça va, ça vient. On appelle ça la dysphagie paradoxale. Ce qui est paradoxal veut dire qu'il n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il y ait une dysphagie d'abord des liquides, ensuite des solides. Elle est paradoxale, elle est anormale. Ça sous-entend qu'il y a un problème fonctionnel derrière et non pas organique. C'est pourquoi cette analyse sémiologique est importante pour vous orienter par rapport à votre étiologie. Ok? Pour son évolution, l'évolution de la dysphagie, on vient de dire, elle peut être progressive, rapidement progressive, constante, installée, ça oriente, quand elle est constante, installée, ça oriente vers un problème organique, endoluminal ou bien extraluminal compressif. On a dit pour le caractère capricieux qui varie selon une fois c'est les liquides, une fois c'est les solides, elle revient, elle s'arrête, ça c'est fonctionnel. Le caractère douloureux, on a dit c'est l'odynophagie. Pour les signes associés, c'est d'abord les signes généraux, d'abord les signes que je vais rechercher.
Ensuite, les autres signes, exemple, je vous donne l'exemple AVC, je vais avoir des signes neurologiques. Un autre exemple, la néoplasie de la thyroïde, je vais avoir dysphagie, dyspnée, associée. D'autres pathologies, on verra par la suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est les manifestations digestives associées dans un premier temps. Les signes généraux, surtout, on a dit amaigrissement plus donc anorexie qui va m'orienter vers l'inflammation, l'infection, la néoplasie et l'endocrinopathie. On a dit toujours cette association anorexie, amaigrissement et tout, toujours avec un signe général plus anorexie. Ça va m'orienter vers voilà, quelque chose soit inflammatoire, infectieux, néoplasique ou endocrinopathique derrière. Il y a quelque chose derrière. Pour l'anorexie, amaigrissement sans signe associé, ça pourrait être l'anorexie mentale après avoir balayé tout ça, tout ce qui est organique. Ok? Car vous le savez, le problème médical, il passe toujours avant le problème psychiatrique. Même si le problème psychiatrique reste important, mais organique, ça pourrait être une urgence vitale. Pour l'examen clinique, un malade qui a du mal à s'alimenter, il va finir comment? Il va finir par maigrir. Exemple, il y a une néoplasie, je peux la guérir. On doit d'abord avoir, pour la guérir, on doit d'abord avoir un état nutritionnel acceptable pour subir la chimiothérapie et tout ça. D'abord, on doit avoir un état nutritionnel normal. La dysphagie, donc, ce que je vois directement en premier lieu, c'est le retentissement sur l'état général. Sur donc, le tube digestif, la thyroïde, je vais examiner, et sans oublier bien évidemment les ganglions pour la thyroïde. Je peux avoir, exemple, un lymphome, c'est une hémopathie, soit c'est une grosse adénopathie, ou bien une pathologie du thymus par exemple, un thymome, on appelle pathologie du thymus, thymome. Ce lymphome, il va venir comprimer l'œsophage. Je trouve des ganglions ailleurs, je fais la biopsie, je trouve un lymphome, c'est bon, là je suis orientée. Donc toujours examiner, comme je vous ai dit, tube digestif, ganglions, thyroïde, jamais oublier les ganglions. Ça, c'est les éléments cliniques en dehors du retentissement qu'il faut analyser en premier, bien sûr, le reste de l'examen neuromusculaire et autres. On passe maintenant aux causes. Pour les causes, on va les subdiviser en œsophagiennes, extra-œsophagiennes et organiques fonctionnelles. Pour les retenir, c'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur de l'œsophage. C'est le terrain, c'est l'examen clinique, c'est le contexte. Le premier à garder à l'esprit, surtout quand c'est une dysphagie à tabac, alcool récente, la première chose c'est la néoplasie, le cancer de l'œsophage ou bien du cardia. Parce que j'ai dit, quand il y a une grosse tumeur, même si elle se développe à l'intérieur de l'estomac, un gros processus à l'intérieur de l'estomac, elle peut gêner le passage du bol au travers de l'œsophage. Ok? Donc, le caractère récent, le siège surtout au niveau de l'œsophage, d'abord les solides, puis les liquides qui ont la difficulté à passer. Ensuite, progressivement, on a dit, même les liquides ne passent pas. Elle est installée, elle est là, elle est constante. C'est quelque chose d'organique, c'est constant. Elle ne disparaît pas et voire elle s'aggrave en crescendo, c'est-à-dire elle est rapidement progressive et associée à des signes généraux, peut-être des ganglions. Tout ce que j'ai dit, ça doit orienter vers la néoplasie de l'œsophage. Et voilà, ça c'est la néoplasie de l'œsophage. Ça c'est des images, on a des iconographies à l'endoscopie. Le deuxième cas de figure, c'est l'œsophagite peptique ou bien sténose peptique. Quand un patient, il est connu, il est suivi des gens pour un reflux gastro-œsophagien, un RGO, il est suivi pour un RGO, la remontée d'acide.
ça va entraîner une œsophagite peptique et ça va donner une sténose. Vous avez un passé de pyrosis. C'est quoi le pyrosis? C'est-à-dire une douleur à forme de brûlure qui est ressentie à l'arrière du sternum. Elle est causée, cette pyrosis, par le RGO. C'est un patient généralement qui est connu et généralement il est sans amaigrissement. Si vous avez un patient qui est connu pour un pyrosis et il a déjà le RGO, il a déjà fait la fibroscopie, on sait qu'il a une œsophagite peptique, il commence à faire une dysphagie. Et s'il y a une notion de perte de poids, d'amaigrissement, je refais cette fibroscopie. Peut-être il y a une transformation, une dégénérescence à cause de cet acide qui remonte, ça a donné une néoplasie. Ou bien ça peut être aussi une œsophagite, cette œsophagite qui est déjà là, qui a causé cet amaigrissement, car il a du mal à avaler, il est gêné, il veut plus, il a réduit sa consommation, les quantités, même la qualité, peut-être il mixe peut-être ses aliments, et donc à la longue, à long terme, ça va retentir sur l'état général, et il a maigri. Mais ça, ce dernier cas, je vais le laisser en dernier. Je ne vais pas dire que c'est le retentissement. Ça, comme je vous ai dit, je vais le laisser en dernier lieu. Ok? Voilà. Je vais dire peut-être que c'est une néoplasie. C'est toujours la néoplasie qui va primer. Je vous ai dit. Et habituellement, dans le RGO, il n'y a pas de notion d'amaigrissement. Dans le RGO, habituellement, il n'y a pas de notion d'amaigrissement. Dans le RGO, il n'y a pas de notion d'amaigrissement. Mais à la longue, s'il réduit ses apports, peut-être. Mais le RGO, il ne donne jamais vraiment l'amaigrissement. Et c'est quand il y a cet amaigrissement que je dois faire une autre fibroscopie, pardon, je dois faire attention. Je dois éliminer la néoplasie, puis normale. Pour vous montrer en bas ici, l'image, c'est une œsophagite peptique. Il y a une inflammation, donc voilà, elle est boursouflée comme ça. L'œsophage à l'état normal, il est tout lisse. Il est tout lisse. Il n'est pas comme ça dans ce cas-là. Vous voyez en bas la sténose peptique. Là, je vous montre une œsophagite peptique. Dans ce cas, il y a une inflammation, il y a une boursouflure comme ça. L'œsophage, je vous ai dit, à l'état normal, il est lisse. Il n'est pas comme ça. Là, il y a un épaississement à cause de l'inflammation. Pour les troubles moteurs, il y a une entité qu'on appelle achalasie. C'est quoi l'achalasie? Dans l'œsophage, vous avez deux sphincters. Un supérieur, un inférieur. L'achalasie, c'est quoi? En fait, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage. À ce niveau-là, il y a une sténose. Et la cause, elle est idiopathique. C'est un problème moteur en fait. Il y a un rétrécissement au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. C'est serré. Il y a une contracture au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. Il ne laisse rien passer. Et par conséquent, vous allez avoir une dilatation de l'œsophage. Ici, vous voyez cette image-là. Vous allez avoir une dilatation de l'œsophage. Voilà. Comme c'est montré sur cette radio opaque, elle est opaque. Là, on a mis au fait un produit de contraste. Il y a un autre examen qu'on peut faire, en fait, c'est la manométrie. Et généralement, c'est cette manométrie œsophagienne qui est utilisée. C'est un examen qui va mesurer les pressions au niveau de l'œsophage. Pour résumer, achalasie, c'est un problème moteur. C'est un problème au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. Là, dans ce cas, c'est une atteinte musculaire, c'est un spasme, c'est serré, c'est l'achalasie. Le tableau clinique, donc, elle est dite fonctionnelle, ancienne, basse en général, et épigastrique au solide et au liquide. Elle est dite paradoxale, tantôt c'est les solides, tantôt c'est les liquides. Elle est capricieuse, intermittente, elle apparaît et elle disparaît. Provoquée ou aggravée par certains aliments chauds ou glacés avec conservation de l'état général. Pour l'amaigrissement, je vous ai dit toujours, c'est la néoplasie qui prime. Autre cause en bas, vous avez le corps étranger, exemple de l'arrêt du poisson qui se coince,
une tumeur bénigne de l'œsophage, la sténose caustique, l'exemple de l'ingestion de l'esprit de sel, de l'eau de Javel, tout ce qui est caustique. Autre cause, voilà, autre cause, vous avez les causes infectieuses. Exemple, la candidose, c'est une infection mycosique aux champignons au niveau de l'œsophage. C'est assez fréquent, surtout chez les patients immunodéprimés. Ça, au fait, c'est les principales causes œsophagiennes. On passe maintenant aux causes extra-œsophagiennes. On avait dit tout à l'heure la compression, tumeur, mais pas que. Là, regardez, là, c'est une opacification, ici, c'est une opacification de l'œsophage. Toujours on a mis du produit. Et vous avez l'empreinte de certaines structures avoisinantes. Ici, c'est l'aorte, au fait. L'aorte, donc, il y a un anévrisme. Il y a un anévrisme de l'aorte. Elle peut donner une dysphagie. J'ai donné également tout à l'heure l'exemple de la thyroïde. C'est extraluminal, un ganglion. C'est toutes les affections neuromusculaires. Tout ce qui est neuromusculaire, vasculaire ou bien vasculaire. L'exemple que j'ai donné aussi tout à l'heure, l'AVC. L'AVC, le problème, il ne se passe pas au niveau de l'œsophage, ni au niveau des structures avoisinantes. Le problème, il est central. D'autres pathologies aussi neurologiques, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la myasthénie et aussi certaines myopathies. Pour les tumeurs avoisinantes aussi, j'ai donné l'exemple du goitre, du nodule compressif, de la néoplasie de la thyroïde. Également, je vais vous donner un autre exemple ici. Là, c'est un problème digestif, mais pas luminal. Regardez ce qu'on appelle le diverticule de Zenker. Ça, c'est l'image endoscopique. Ça, c'est l'image endoscopique. En fait, vous avez un diverticule. C'est une excroissance au niveau de l'œsophage. Regardez comment elle va venir comprimer l'œsophage. C'est une structure œsophagienne qui va venir le comprimer. Elle est classée comme étant extra-œsophagienne. Voilà, donc comme j'ai dit, elle est classée comme étant extra-œsophagienne, mais au fait, elle est œsophagienne. S'il n'y avait pas la compression. Mais puisqu'il y a la compression, on parle de dysphagie extra-œsophagienne. Donc, dans ce cas aussi, elle va donner une dysphagie, quel que soit le niveau de cette malformation. C'est une malformation en fait, et quel que soit le niveau, il y aura la dysphagie. C'est quelque chose de pathologique. Ça va être adressé au chirurgien dans ce cas. Mais le principe, c'est quoi? C'est une poche qui va se constituer et qui va venir comprimer l'œsophage. C'est une voie borgne. Quand on dit voie borgne, ça veut dire que c'est une voie sans issue. Elle n'a aucune issue. Et quand elle est remplie, elle va venir comme ça comprimer l'œsophage. Ça, c'est pour le diverticule de Zenker. Là, on a terminé avec la dysphagie. On va passer au vomissement. Qui n'a pas vomi de sa vie? Qui n'a pas vomi de sa vie? On a tous déjà vomi. C'est quoi? C'est le rejet par la bouche après un effort de vomissement. De quoi? Du contenu de l'estomac, du bol alimentaire. C'est important de le dire car il y a des diagnostics différentiels qu'on va voir par la suite. Et souvent, quand on a des vomissements, on présente au préalable des nausées. On sait que les vomissements arrivent. Au fait, c'est un arc réflexe, c'est-à-dire que ce n'est pas volontaire. Ça ne répond pas à notre conscient volontaire, contrairement à ce que j'avais rapporté tout à l'heure, la boulimie, où le sujet va se mettre à manger beaucoup et ensuite il va mettre ses doigts et il va se faire vomir. Là, ce n'est pas un arc réflexe, c'est lui qui a envie de vomir. Mais on ne va pas mettre ce cas de figure ici. Il sort des vomissements, en fait. C'est un diagnostic différentiel. Il se fait vomir.
C'est pas il vomit, il se fait vomir. Voilà. Donc, les vomissements, c'est un arc réflexe permettant d'éliminer le contenu stomacal par la bouche. C'est ça. Donc, tout ce qui va nous gêner au niveau de l'estomac va être éliminé par vomissement. De défense, en fait. C'est un truc de défense. C'est un système de défense. C'est un arc réflexe de défense. Donc, quels sont ces mécanismes? C'est quand qu'on va vomir. On vous dit, petit 1, s'il y a une surcharge alimentaire. Petit 2, les substances toxiques. Et petit 3, les produits indigestibles. Et ça, en fait, c'est le principe de l'arc réflexe. Il est là pour éliminer tout ce qui n'est pas bon. Mais en pathologie, on voit aussi ces symptômes digestifs, même en extra-digestif. Il n'y a pas que le digestif, il y a même en extra-digestif. On vient de voir la dysphagie. Il n'y a pas que les pathologies digestives. Il y a aussi les causes extra-digestives et c'est la même chose pour les vomissements. Mais attention, pour les vomissements, c'est particulier. Dans la dysphagie, on avait dit il y a une urgence de la néoplasie, c'est-à-dire il y a une urgence au diagnostic. Il y a une urgence de diagnostic de la néoplasie. Pour les vomissements, il y a parfois urgence thérapeutique. Je m'explique. Il y a des problèmes derrière les vomissements qui peuvent être urgents. Exemple, l'acidocétose diabétique, la cholécystite. La cholécystite pour ce qui est digestif. L'HIC, l'hypertension intracrânienne, la méningite pour ce qui est neurologique, la grossesse extra-utérine pour ce qui est gynécologique, la pancréatite. Vous voyez combien d'urgences. Il n'y a pas que le tube digestif. On a cité des causes neurologiques, gynécologiques, métaboliques, etc. Donc, ici, dans le cas des vomissements, il y a le pronostic vital qui est menacé. Et puisqu'il est mis en jeu, dans ce cas, on a une urgence thérapeutique. Donc, pour résumer, dysphagie est égale urgence pour faire le diagnostic et vomissement est égal urgence à traiter. Voilà. On a dit pour les vomissements, soit une urgence à traiter une pathologie digestive. L'exemple de la pancréatite aiguë, c'est une urgence chirurgicale. L'IDM, l'infarctus du myocarde, pour l'urgence cardiologique, l'acidocétose diabétique pour l'urgence métabolique, le traumatisme crânien, l'hématome sous-dural, la méningite, l'HIC pour les urgences neurologiques. Il y a plein d'urgences. Il y a plein d'urgences, que ça soit digestif ou extra-digestif, qui peuvent être cachées derrière les vomissements. Ensuite, c'est ce qui est associé à ces vomissements qui va m'orienter vers un tel ou tel problème. Ce qui nous intéresse, c'est la pathologie. Mais attention également, en pharmacologie, tu prends un médicament, ça va te causer un vomissement. Dans ce cas, on appelle ça une intolérance à ce médicament. C'est un effet secondaire fréquent pour énormément de médicaments. Parfois, c'est des vomissements juste transitoires qui peuvent être tolérés. Parfois, ils sont très importants. Ils indiquent une intolérance. Ça, c'est individuel. Ça diffère d'une personne à une autre, d'un corps à un autre. C'est spécial et unique. Chaque personne, comment elle répond aux médicaments. Pour les diagnostics différentiels, on a ce qu'on appelle la régurgitation. Ça veut dire quoi? C'est des remontées, toujours du contenu acide de l'estomac sans effort. Sans effort, c'est important, j'appuie sur ça, sans effort. Quand il y a perturbation au niveau du cardia, donc il y aura la remontée acide. Pour faire la différence avec les vomissements, en fait, déjà dans la régurgitation, c'est sans effort, comme j'ai dit. Et il y a juste une remontée sans élimination. C'est-à-dire, dans ce cas, il n'y a pas élimination, il n'y a pas d'effort de vomissement et il n'y a pas élimination du contenu. Et le deuxième diagnostic différentiel, c'est la rumination. C'est tout le bol qui va remonter et on le mâchouille et il revient.
Et là, c'est essentiellement dans les pathologies psychiatriques, car c'est pas normal. Pour l'arc réflexe, je vais juste parler un peu du principe en fait. C'est quoi le principe? On a un récepteur qui est situé quelque part. On a la voie afférente, le centre, la voie efférente. Ensuite, le muscle qui est l'effecteur. Le récepteur, il est situé où? En fait, on a des récepteurs dans tout le tube digestif, plus dans le péritoine aussi. C'est quoi le péritoine? C'est l'enveloppe qui entoure l'estomac et les viscères et tout. Après le tube digestif et le péritoine, le deuxième organe que vous devez retenir, c'est l'appareil vestibulaire au niveau de l'oreille où on aura aussi des récepteurs. D'ailleurs, l'exemple des vertiges, quand quelqu'un a des vertiges, on pose toujours la question, est-ce que vous vomissez? Parce que s'il y a des vomissements, c'est vestibulaire, parce qu'au niveau de l'appareil vestibulaire, il y a des récepteurs de l'arc réflexe. Sinon, s'il n'y a pas de vomissement, je vais voir sur le plan, par exemple, neurologique. Sur le plan central, est-ce que ces vertiges sont causés par une cause plutôt neurologique? Vertige, vomissement, ça oriente vers quelque chose ça oriente vers l'appareil vestibulaire. C'est une atteinte ORL, ok? J'avais dit le tube digestif, le péritoine, l'appareil vestibulaire, aussi au niveau du cœur, il y a des récepteurs. On a dit l'IDM aussi vomissement, il peut y avoir. Aussi, voilà. Voilà, au niveau du cœur, voilà, c'est l'expression digestive de l'IDM inférieur. Il y aura des vomissements. Aussi, dans le gynécologique, la grossesse extra-utérine, on a donné l'exemple. Donc, en fait, vous avez des récepteurs un peu partout, mais en premier, c'est le tube digestif, le péritoine, l'appareil vestibulaire et le cœur. La voie afférente, c'est le nerf vague, le centre, c'est le quatrième ventricule, la voie efférente, on a dit afférente, c'est le nerf vague, pour l'efférente, c'est le nerf vague aussi, mais plus le nerf glossopharyngéen. Et ensuite, l'effecteur, c'est quel muscle? C'est le principal muscle abdominal, c'est le muscle diaphragmatique qu'on appelle aussi muscle phrénique. Qu'est-ce qui va se passer au fait? Vous allez avoir une inspiration et quand il y a l'inspiration, la glotte, elle va être fermée. Ensuite, une expiration avec le cardiaque qui va être ouvert et il y aura l'augmentation de la pression intra-abdominale parce que ce diaphragme, il va augmenter cette pression. C'est de la physique en fait. Intra-abdominale augmentée, la pression intra-abdominale, elle est augmentée, le cardiaque, il est ouvert. Qu'est-ce qui va se passer? Vomissement. C'est ça le principe de l'arc réflexe au cours du vomissement. Pour l'analyse sémiologique, on a déjà en premier lieu l'interrogatoire. Qu'est-ce que je vais chercher dans mon interrogatoire? Je vais les antécédents. Est-ce qu'il y a des antécédents de l'appareil digestif? Est-ce qu'il est déjà connu pour un passé digestif? Est-ce qu'il a fait déjà un ulcère? C'est quoi l'ulcère? C'est une perte de substance de la muqueuse digestive, plus précisément au niveau du duodénum. C'est une muqueuse digestive duodénale qui est perdue. Et généralement, c'est causé par l'infection de l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie. Aussi, est-ce qu'il a une pathologie biliaire? Une pathologie biliaire. Dans ce cas-là aussi, on retrouve des vomissements. Est-ce qu'il y a une notion de prise médicamenteuse, d'alcool, de toxiques? Également, suite à des intoxications éthyliques, il va présenter des vomissements. Les prises médicamenteuses, je vous ai dit que c'est un effet secondaire très fréquent, mais il y a des vomissements qu'on peut tolérer, d'autres qui nous obligent d'arrêter le médicament et voir autre chose, le changer tout simplement le médicament. Qu'est-ce qui m'intéressera dans les vomissements? Est-ce que c'est un sujet qui vomit donc récemment, qui a des vomissements récemment ou bien ancien? Si c'est récent,
c'est-à-dire c'est une pathologie récente. Vous êtes d'accord? Ou ça pourrait être aussi chronique. Je vous donne l'exemple de la lithiase vésiculaire, les calculs au niveau de la vésicule. C'est ça la lithiase. Lithiase, c'est un calcul vésiculaire au niveau de la vésicule. Donc, dans ce cas-là, il peut faire des vomissements parce qu'il y a le reflux biliaire qui remonte vers l'estomac. On verra par la suite. On verra par la suite les causes. Maintenant, en dehors du bol alimentaire, en dehors de ce qu'on a ingéré, qu'est-ce que peut contenir le vomissement? Donc, il peut contenir quoi? Il peut contenir de l'acide, car c'est au niveau de l'estomac. Donc, vous risquez d'avoir quoi? Puisque vous avez fait quoi? Vous avez éliminé de l'acide. Donc, vous risquez d'avoir une hypokaliémie chez ces patients. Il y a un risque d'hypokaliémie. Il y aura l'alcalose. L'acide, il est moins. Donc, on pourrait avoir une hypokaliémie. Maintenant, donc, ça c'est juste une parenthèse. Maintenant, donc, il y a une classification qui a été faite de ces vomissements par rapport au contenu. Mais déjà, le fait d'avoir un retentissement à la langue, un retentissement à long terme, c'est le retentissement qui m'intéresse, moi. Moi, c'est le retentissement qui m'intéresse. Même en aigu, même si c'est pas chronique, en aigu, le retentissement m'intéresse toujours. Donc, chronique, ça pourrait être chronique ou ancienne, ou bien spontanée ou provoquée, minime ou abondante, comme vous voyez, c'est toujours par rapport au retentissement. Aussi, on va voir leur périodicité, leur rythme dans la journée. Je donne un exemple. La femme enceinte, elle fait des vomissements le matin. Elle fait des vomissements le matin. Ensuite, elle s'alimente. Il n'y a rien du tout. L'éthylique également. Aussi, un problème de la vésicule biliaire ou gastrique, c'est le matin. Après, c'est bon. Non, c'est un sujet cette fois-ci qui fait des vomissements après le repas. C'est pas le matin. Le matin, il vous dit je ne vomis pas. Donc, exemple, c'est un patient aussi qui est connu pour un ulcère ancien, des épigastralgies, des douleurs au niveau de l'épigastre, maintenant qui fait depuis 3 mois des vomissements. Mais quand? Quand? Est-ce que c'est postprandial? Est-ce que c'est avant et tout? Dans ce cas-là, si c'est quelqu'un qui fait des ulcères anciens, il va vous faire, regardez là, ils vous disent, il va vous faire des vomissements postprandial tardifs. Ça veut dire quoi? C'est écrit après les repas, surtout les vomissements postprandiaux. Ça veut dire quoi ce mot? Des vomissements postprandiaux tardifs. Ça veut dire quoi? En fait, c'est après le repas, ça veut dire postprandial, et tardif. C'est-à-dire, ce n'est pas dès que ça arrive à l'estomac. On a donné l'exemple de la gastrite. Lors de la gastrite, je peux avoir direct des vomissements. Juste le bol alimentaire arrive au niveau de l'estomac, on peut vomir. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ça dépasse l'estomac. Là, c'est le cas quand ça dépasse l'estomac. Après, il y aura un vomissement. Comment expliquer ça? En fait, qu'est-ce qui donne ces vomissements postprandiaux tardifs? C'est une sténose pylorique. Au niveau du pylore, il y aura une sténose. C'est l'ulcère bulbaire. Au niveau du bulbe, il y aura un ulcère sur ulcère. À long terme, il y aura la cicatrisation qui va se faire. Mais cette cicatrisation, elle va se faire sous forme de fibrose. Il va y avoir donc une sténose, c'est-à-dire le malade va s'alimenter au niveau de l'estomac, il n'y a pas de problème. Dès que ce bol sort de l'estomac et veut gagner l'intestin grêle, il y a un problème, il y a un obstacle. Et c'est là que le patient va faire des vomissements postprandiaux tardifs. Le postprandial tardif oriente donc vers une pathologie duodénale, postbulbaire. Il y a une sténose après l'estomac. C'est facile, ok. Maintenant,
On pourrait avoir aussi des vomissements au cours des repas. Ça, c'est de l'ordre psychogène. C'est quelqu'un psychiquement, il pense à vomir pendant qu'il mange. Aussi, on va faire aussi dans notre analyse sémiologique, pardon, donc on va faire l'analyse du contenu des vomissements. Qu'est-ce qu'il contient ce vomissement? Ce vomi. C'est très important d'analyser ça. On va voir le contenu du vomi. Est-ce que est-ce que c'est ce que le patient a ingéré ou c'est autre chose? Et donc, dans le cas, on va aller cas par cas. Dans le cas de l'occlusion intestinale, déjà, il faut savoir que l'occlusion intestinale, c'est une urgence. C'est une urgence. Et donc, dans le cas de l'occlusion intestinale, si on a des aliments qui ont séjourné, on va avoir des aliments qu'on appelle fécaloïdes. C'est pratiquement le contenu de l'intestin qui est en fait remonté jusqu'à l'estomac. Occlusion, c'est-à-dire il y a un obstacle au niveau de l'intestin grêle, donc ça remonte. C'est nauséabond, liquide, mais fécaloïde. Un autre cas, les vomissements maintenant sont liquides, sont comme un liquide clair ou bien un acide, c'est de l'acide avec sensation de brûlure œsophagienne. C'est ce qu'il y a au niveau de l'estomac. Ça décrit ce qu'il y a à l'intérieur de l'estomac. C'est de l'acide, c'est clair, c'est liquide, avec brûlure. Donc, c'est le suc gastrique. Habituellement, lors de la grossesse, chez la femme enceinte, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va observer. C'est ce genre de vomissement. Aussi, on pourrait avoir les vomissements jaunes, verdâtres, avec un goût amer. C'est dans les pathologies biliaires. La bile, elle est jaune verdâtre. Quand il y a une lithiase, par exemple, vésiculaire, au niveau de la vésicule biliaire, à la place du calcul, il y a la bile, la bile qui va s'écouler au niveau de l'estomac. C'est un reflux. Et le malade peut avoir à vomir un liquide bileux. On l'appelle un liquide bileux. Aussi, on a les vomissements hémorragiques. Les vomissements hémorragiques dans cette diapo, c'est pas vraiment très précisé. Ils n'ont pas vraiment précisé. On dit juste les vomissements hémorragiques hématémèses. Mais là donc, pour les vomissements hémorragiques, en fait, c'est l'hématémèse. En fait, c'est quoi l'hématémèse donc? C'est-à-dire, c'est du sang qu'on va rejeter par la bouche. On a fait déjà ensemble l'hémoptysie, qui est un rejet de sang par la bouche après un effort de toux. Et là, au fait, ça sera un rejet par la bouche de sang provenant de l'estomac après un effort de vomissement. C'est ça la différence. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut chercher quand j'ai des vomissements? Ok, il y a mon patient qui présente des vomissements. Qu'est-ce que je vais chercher en premier lieu? Je vous ai dit, la première chose à rechercher, c'est le retentissement. Retenez-le, ça c'est très important. C'est le retentissement sur l'état général. Est-ce qu'il y a un amaigrissement? Comment est l'état général de ce patient? C'est ça qu'on veut dire par retentissement. Qui dit vomissement, donc on a dit il y a perte de flotte, il y a perte de flotte, il y a perte de potassium. Après, à la langue, à long terme, si c'est des petits vomissements, c'est l'état nutritionnel, mais c'est d'abord l'état d'hydratation qui prime. Toujours l'état d'hydratation. On a dit à perte de flotte. Donc, je vais apprécier l'état d'hydratation du patient. Prendre sa tension artérielle, rechercher le pli cutané, examiner les globes, la cavité buccale, rechercher est-ce qu'il y a une sécheresse des muqueuses.
Qui dit un état de déshydratation dit un retentissement sur la fonction rénale. Le malade peut faire une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Et si c'est quelqu'un qui a déjà une insuffisance rénale chronique modérée, elle risque de s'aggraver. Voilà donc le retentissement, l'état d'hydratation. Déjà, on va voir ces deux choses en premier. Et quand il y a un état de déshydratation, c'est toujours le rein qui va souffrir en premier, hein. Ensuite, voilà, ça c'est pour le rein pour la déshydratation. Ensuite, puisqu'on a parlé d'une hypokaliémie, on a parlé d'une perte digestive en potassium, c'est l'hypokaliémie, elle doit être donc écartée. On doit écarter une hypokaliémie, car si on vomit de l'acide, on risque d'avoir une hypokaliémie. À côté de ça, donc ces vomissements, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'ordre digestif qui saigne? Donc c'est l'hématémèse. S'il y a l'hématémèse, je cherche ou j'interroge le patient déjà si je n'assiste pas au vomi. Est-ce qu'il n'y a pas d'émission de sang associée au contenu gastrique? Un malade qui saigne, c'est toujours grave. Même s'il saigne une petite quantité, c'est mêlé à des aliments, il n'y a rien qui vous garantit qu'il va saigner toujours une petite quantité. Il risque ensuite de faire un saignement de grande abondance. Et donc, il faut faire la formule FNS. Elle doit être faite. C'est dans votre c'est dans votre intention de surveiller ce patient, car le pronostic vital peut être engagé. Une autre chose, quand le patient fait un effort de vomissement et qu'il force, il y a un risque chez ces patients qui peuvent cette fois faire un saignement qui n'est pas lié à la cause du vomissement, mais c'est une complication du vomissement. Exemple, c'est un patient qui fait un ulcère gastrique ou un ulcère duodénal. Il fait un vomissement et il fait une hématémèse. Dans ce cas-là, c'est l'ulcère qui est responsable des vomissements et de l'hématémèse. Mais non, cette fois, c'est une femme enceinte qui fait des vomissements, mais le vomissement, il est très important qu'il y a un risque d'avoir des fissures, il risque de faire il risque de faire une déchirure comme ça de l'œsophage. Des fissures au niveau de l'œsophage, elles vont être responsables de l'hématémèse. Et là, l'hématémèse, c'est quoi? C'est pas elle n'est pas causée par le vomissement. C'est pas une cause liée au vomissement, mais c'est une conséquence de l'effort de vomissement. C'est deux choses différentes. L'hématémèse peut être une conséquence. Dans ce cas, c'est une complication. Autre complication, c'est la fausse route. On a déjà parlé, donc là, on va détailler. Vous imaginez un patient qui fait un AVC. On a déjà donné l'exemple. Il fait des vomissements. Il n'est pas en position de sécurité. C'est une fausse route. C'est la bronchopneumopathie d'inhalation. C'est comme ça qu'on l'appelle. Un patient qui fait une méningite, qui a des troubles de conscience. Un patient qui fait un hématome sous-dural, qui fait des troubles de la conscience. Tout ça, c'est des causes de fausse route. Il va faire des vomissements. Quelqu'un qui fait méningite, vomissement, hématome sous-dural, vomissement. Dans ce cas, AVC, vomissement. Dans tous ces cas-là, il y a une complication à craindre. C'est la fausse route. C'est ce qu'on appelle au fait en médecine le syndrome de Mendelssohn. Le syndrome de Mendelssohn, c'est les fausses routes. Ok? Voilà. Là, on a parlé bronchopneumopathie d'inhalation, surtout s'il existe des troubles de la déglutition ou de conscience. Voilà. Très bien. Maintenant, on revient aux causes. On a parlé on a bien parlé des complications. On va parler maintenant des causes de vomissement. On a dit il y a des causes toujours digestives, c'est comme la dysphagie, et des causes aussi extra-digestives. Dans les causes digestives, on a ce qui est médical, de l'ordre médical, et il y a aussi ce qui est de l'ordre chirurgical. Donc, quand on parle de chirurgie, c'est des urgences chirurgicales. Ok, on va commencer par le digestif, les causes digestives. En fait, pour les causes chirurgicales, les urgences chirurgicales, il y a notamment l'occlusion intestinale.
on en a parlé. La péritonite, c'est quoi la péritonite? C'est une inflammation de la cavité péritonéale qui normalement elle doit être stérile, qui va être infectée parce que le plus souvent il y a une perforation d'un organe creux, perforation d'une appendicite, d'un ulcère, d'un organe creux au fait, pour une raison ou pour une autre. Et donc le contenu de la cavité digestive qui est septique va se retrouver dans la cavité péritonéale et donc il va devenir aseptique. Quand il devient aseptique, c'est ça l'infection du péritoine. C'est une opération aussi en urgence. On a aussi la cholécystite aiguë. La cholécystite aiguë, c'est une urgence médico-chirurgicale. Il y a une inflammation de la vésicule biliaire avec un risque infectieux. C'est des patients qu'on traite avec une antibiothérapie et puis opérés. C'est pourquoi on parle de médico-chirurgical pour enlever cette vésicule biliaire. La pancréatite aiguë. La pancréatite aiguë. Dans la pancréatite aiguë, on parle de l'autodigestion du pancréas. C'est une urgence aussi médico-chirurgicale. Au fait, il y a énormément d'urgences. Même dans le tableau digestif, il y a énormément d'urgences. Ok. On parle aussi, vous voyez sur le tableau, d'un infarctus mésentérique. Je vais vous parler tout à l'heure. Regardez maintenant tout en bas. Tout en bas ici, on a l'infarctus du myocarde inférieur. L'infarctus du myocarde inférieur, ça, ce n'est pas dans la pathologie digestive. Il y a énormément d'urgences qui peuvent se cacher derrière les vomissements. Pour les pathologies médicales maintenant, on a la colique hépatique. C'est un patient qui fait un calcul au niveau de la vésicule biliaire. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas d'infection, c'est une colique. Il va présenter une douleur intense. Il y a aussi la colique néphrétique, c'est un calcul au niveau des voies urinaires. Voilà, donc c'est au niveau urinaire dans ce cas-là, donc il y a un obstacle pour l'émission des urines qui va donner donc une douleur de type colique néphrétique. Il va présenter à côté de cette douleur intense des vomissements. C'est pourquoi c'est important de garder à l'esprit l'arc réflexe. Les récepteurs, ils sont partout et là vous comprenez donc le pourquoi des vomissements dans les pathologies en dehors du tube digestif. On a aussi des causes médicamenteuses et toxiques. On ne va pas en parler, c'est pas très important. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a des causes médicamenteuses et toxiques. Les causes neurologiques. Ce qui m'intéresse, c'est la méningite et les vomissements au cours des pathologies neurologiques. Et elles ont une caractéristique, et c'est là que j'ai préféré vous le dire, et non pas avant. En fait, tout ce qui est neurologique, les vomissements, dans ce cas, vont avoir cette caractéristique, ce sont des vomissements en G. Ça veut dire quoi en G? C'est-à-dire ils sont faciles. Et parmi les pathologies d'origine infectieuse, il y a la méningite. Pour la méningite, il y a la méningite et il y a l'HIC aussi. L'HIC, c'est l'hypertension intracrânienne. Pour l'HIC, c'est un patient qui fait une tumeur, un abcès, je ne sais pas, pourvu qu'il y a une hyperpression à l'intérieur du cerveau, ça va donner des céphalées, des vomissements faciles en G. Pour la méningite, vous allez voir au fait le tableau, le tableau, le même tableau au fait de la raideur méningée, les manifestations cliniques associées et des vomissements en G. L'hémorragie méningée également, en dehors des pathologies aussi, en dehors des pathologies digestives, c'est aussi une urgence. Il y a le syndrome vestibulaire. Donc, pour le syndrome vestibulaire, ce n'est pas une urgence. La migraine aussi, ce n'est pas urgent. Une otite, une migraine, ce n'est pas urgent. Mais au fait, faut jamais passer à côté d'une urgence. C'est pourquoi je vous parle tant des urgences. Pour les causes métaboliques, on a l'acidocétose diabétique, c'est une urgence. L'insuffisance rénale aiguë, c'est une urgence. Les pathologies de la surrénale, l'insuffisance surrénalienne aiguë, toujours tout ce qui est aigu, c'est une urgence. Donc voilà, c'est quoi l'insuffisance surrénalienne aiguë? C'est-à-dire c'est une décompensation aiguë d'une insuffisance surrénalienne lente. Elle était lente, puis elle a décompensé et est devenue aiguë. Pour le tableau digestif,
le tableau digestif, il doit toujours vous alarmer au fait. Quand il y a une décompensation aiguë, à côté, il y a des douleurs abdominales, bien sûr, euh, de la diarrhée et tout, pas que les vomissements, vous allez donc avoir toujours des signes cliniques à côté qui vont vous orienter. Par exemple, si je vous donne les signes cliniques de la décompensation d'une insuffisance surrénalienne lente, c'est quoi? Vous aurez les manifestations digestives. Vous aurez des douleurs abdominales, des vomissements et des diarrhées. Pour l'insuffisance surrénalienne lente. Autre cause, vous avez la grossesse, le mal de transport, ça ce n'est pas urgent. L'infarctus du myocarde aussi, on avait dit, donc vous voyez, ce tableau digestif là, peut cacher, comme on a dit toujours, des pathologies extra-digestives et des urgences neurologiques, gynécologiques et autres. C'est tout pour les vomissements. Maintenant, on va passer à la diarrhée. Comment on va définir la diarrhée? C'est l'émission de sel très fréquente, 3 ou plus par jour, trop liquide et trop abondante. Vous avez deux types de diarrhée. Une diarrhée aiguë, c'est moins de 3 semaines, et une diarrhée chronique, c'est plus d'un mois. Ça, c'est une définition dans le temps. On a les principaux diagnostics différentiels, c'est la fausse diarrhée. Alors, quand un patient fait une constipation et que vous avez mis un traitement après l'émission de la première selle ou bien du premier bouchon, il risque d'avoir une débâcle diarrhétique. C'est-à-dire, c'est pourquoi il avait un obstacle. C'est parce qu'il avait un obstacle, en fait. Il avait un obstacle, vous avez mis un traitement, premier bouchon, première émission, elle est faite. Par la suite, c'est une fausse diarrhée, au fait. Ce n'est pas une diarrhée, c'est pas une vraie diarrhée. Elle est consécutive à une constipation. C'est pourquoi il y avait une constipation. C'est parce qu'il y avait une constipation auparavant. Vous n'allez pas dire que cette émission de ces liquides est une diarrhée. C'est une fausse diarrhée. Le syndrome dysentérique, le deuxième diagnostic différentiel. C'est quoi au fait le syndrome dysentérique? C'est l'émission de sel afécal. Afécal, c'est très important, je redis, afécal. Ça veut dire il n'y a pas de sel. Il y a émission de sel afécal, c'est-à-dire il n'y a pas de sel. Et il est constitué de quoi? Il est constitué de glaire, de pus, de sang, et certainement pas de matière fécale. C'est afécal. Il oriente vers quoi? Vous avez sûrement fait en parasito, c'est l'amibiase, c'est le premier cours. C'est l'amibiase, c'est une infection parasitaire par des amibes, par l'amibiase, au fait, par plus précisément Entamoeba histolytica, associé avec des ténesmes. Des ténesmes. C'est quoi les ténesmes? C'est la distension, c'est une distension douloureuse du sphincter anal, associée aussi à une il y a aussi, donc il y a des ténesmes, il y a des, vous allez dire crachats glérossanglants, et aussi une épreinte. Une épreinte, c'est des faux besoins. C'est-à-dire, c'est des faux besoins d'aller à la selle, mais en fait, il n'y a pas d'émission de sel. Voilà. Donc, il y a trois choses au fait dans ce syndrome. Il y a les douleurs, on a dit ce qu'on appelle les ténesmes, on a l'épreinte, on a donc aussi, émission de glaire, de sang, de pus, de mucus, mais pas de sel. C'est afécal, c'est très important. C'est afécal, afécal, afécal. Ce syndrome, c'est pas une diarrhée au fait, c'est un diagnostic pardon, différentiel. On va passer maintenant à la diarrhée aiguë. On va d'abord voir la diarrhée aiguë, ses causes, puis la diarrhée chronique. La diarrhée aiguë, à l'interrogatoire, vous allez trouver le caractère brutal, c'est aigu. Il y a une installation brutale du trouble du transit, qui est la diarrhée. Les caractéristiques de la selle, ça c'est un élément important pour orienter l'étiologie, car c'est à partir de ces caractéristiques que vous allez savoir est-ce que c'est une pathologie infectieuse ou non. Ok. Donc, elle peut être aqueuse, abondante, glaireuse et ou sanglante. C'est-à-dire, il y a présence de glaire et de sang. Dans ce cas, c'est le syndrome dysentérique. Vous n'avez pas de sel. Dans ce cas, donc, attends. Là, on a dit peut-être, elle peut être aqueuse, abondante, glaireuse et ou sanglante.
C'est-à-dire, il y a présence de glaire et de sang et de sel. Et de sel, c'est très important. Car dans le cas du syndrome dysentérique, vous n'avez pas de sel. C'est un diagnostic différentiel. On a dit, dans le syndrome dysentérique, c'est pas une vraie diarrhée, c'est une fausse diarrhée. C'est-à-dire là, vous ne pouvez pas me dire dans la diarrhée aiguë, quand je vous dis glaire et sang, c'est l'amibiase, c'est le syndrome dysentérique. Non, on a dit syndrome dysentérique, ce n'est pas une diarrhée. Donc dans ce cas, vous allez avoir sel, c'est très important. Je vous ai dit dans le syndrome dysentérique, c'est afécal. Là, c'est fécal, il y a des selles, de la glaire et du sang. C'est deux choses différentes. Diarrhée, gléro, sanglante. Le syndrome dysentérique, c'est afécal, glaire, il n'y a que glaire et sang. Il n'y a pas de sel. Les signes accompagnateurs, vous avez les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales, la fièvre, l'asthénie. Qu'est-ce qu'il faut chercher au fait? Il faut chercher la cause la plus pourvoyeuse qu'il faut rechercher. Une cause qu'il faut vraiment rechercher, c'est l'infection. Donc, il faut rechercher un voyage en zone endémique, des cas similaires dans l'entourage, une intoxication alimentaire par exemple, ou bien une prise médicamenteuse. On cherche pourquoi il y a une diarrhée aiguë. Est-ce que c'est une infection? Est-ce que c'est une infection dans l'entourage, c'est une intoxication alimentaire, ou bien c'est une prise médicamenteuse? C'est les trois causes principales qu'il faut rechercher. Toujours, donc pareil, comme pour les vomissements, il faut aussi rechercher les signes de gravité. Les signes de gravité, au fait, ils changent. C'est le cas aussi pour les vomissements. Un sujet jeune, un sujet âgé et un sujet enfant, ce n'est pas la même chose. Le sujet vulnérable, c'est celui qui est âgé et le petit. C'est ça, c'est les extrêmes, le nouveau-né et le vieux. L'adulte jeune, il est plus résistant. Également, même dans ce cas, il y a le risque de la déshydratation avec le risque d'hypokaliémie et d'insuffisance rénale fonctionnelle aiguë. Ok. La pathologie la plus fréquente pour les diarrhées aiguës, on a dit, c'est l'infection. Et puis, il y a le deuxième risque dans les diarrhées aiguës, c'est la septicémie. C'est quoi? Septicémie, c'est qu'il y a un foyer infectieux, c'est une porte d'entrée infectieuse à partir de laquelle va démarrer une infection généralisée. L'infection généralisée, c'est ce qu'on appelle septicémie, c'est-à-dire septicémie est égale infection généralisée. Et donc, vous allez chercher les manifestations cliniques du syndrome septicémique, notamment la fièvre et la splénomégalie. On passe aux causes. Pour les causes, c'est souvent l'infection virale, surtout chez l'enfant. Les enfants, quand ils font des viroses, ils se présentent avec un tableau où il y a de la diarrhée. Il y a aussi les causes toxiques, alimentaires, infectieuses. C'est les salmonelloses, la fièvre typhoïde notamment, Escherichia coli, le choléra, même si on en parle plus ou moins pour le choléra, mais ça a existé à un certain moment. On peut avoir une diarrhée aussi hydroélectrolytique qui est due au stress. Pour les diarrhées glérosanglantes, c'est toujours les infections en fait. C'est très très fréquent dans les diarrhées, c'est causé par les infections. Mais c'est dû, donc dans ce cas des diarrhées glérosanglantes, c'est dû à d'autres germes qui sont les plus pourvoyeurs de la muqueuse colique. Notamment la yersignose et les Shigella et yersignose. Donc, la pilulation microbienne du Clostridium, en fait, le Clostridium, en fait, c'est une bactérie. Ok, donc, Clostridium difficile, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous donnez un antibiotique. Cet antibiotique, il va perturber la flore digestive, et donc, ce Clostridium se met à se piluler. Et c'est ce Clostridium difficile qui va agresser par la suite la muqueuse colique. Alors on aura une colite avec une caractéristique particulière. Si on fait une endoscopie, on l'appelle colite pseudo-membraneuse. Au fait, c'est le Clostridium difficile parce qu'il y a eu une perturbation de la flore microbienne. Ça profite du microbe intestinal.
qui est normal en fait. Il est là pour nous, le microbiome intestinal, il est là pour nous, on ne peut pas vivre sans. Il est là pour nous, le microbiote, on s'entend très bien avec lui, il est commensal, il fait son travail, on fait le nôtre. Voilà, mais voilà, on s'aide mutuellement. Mais quand vous avez un malade qui prend des antibiotiques à tort et à travers, la prescription surtout si elle n'est pas utile, vous allez perturber cette flore, la déséquilibrer. C'est le clostridium difficile qui va l'emporter. Il va piluler et engendrer donc une colite pseudo-membraneuse et qui va se manifester par quoi? Ça va se manifester par des diarrhées gléro-sanglantes. Voilà. On a aussi l'origine ischémique également, l'infarctus mésentérique que dont on a parlé auparavant, peut donner aussi une diarrhée aiguë, gléro-sanglante. Pour les diarrhées chroniques, là c'est un autre contexte. Je vais vous donner un exemple. On a la maladie cœliaque. C'est quoi la maladie cœliaque? C'est une intolérance au gluten. C'est l'intolérance au gluten. C'est des personnes qui ont une intolérance au gluten. Le contexte, en fait, c'est très important dans ce cas. Depuis quand a commencé cette diarrhée? Plus de 3 mois. Est-ce qu'il y a des antécédents? Un malade qui fait donc un diabète type 1. Le contexte de dysimmunitaire, il n'y a plus d'immunité. Des cas similaires dans l'enfance, un terrain génétique, un frère, une sœur qui a une maladie cœliaque. Le malade fait une diarrhée chronique. Ok, c'est la même pathologie donc. Un malade, il a un frère, une sœur, une sœur qui a une maladie cœliaque. Lui, il commence à faire une diarrhée qui est chronique depuis plus de 3 mois. Là, je me dis, c'est la maladie cœliaque. L'interrogatoire doit être fait dans ce sens, en fait. C'est la notion de rechercher, est-ce qu'il y a des antécédents, est-ce qu'il a un terrain comme ça digestif. La notion d'intervention chirurgicale aussi doit être recherchée. Le début, il est souvent insidieux, il est progressif, il est dans le temps dépassant 1 mois. Ça, c'est la définition de la diarrhée chronique. Ensuite, ici également, c'est les caractéristiques de l'aspect de la selle qui va m'orienter vers l'étiologie. Alors, une diarrhée liée à une malabsorption. Vous avez deux types de malabsorption. Malabsorption, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le malade mange, mais soit il y a une maldigestion. Qu'est-ce qui est responsable de la digestion? C'est quoi? Il y a deux, il y a le pancréas et la bile. Le pancréas et la bile. Soit donc il y a maldigestion et donc le nutriment, il ne peut pas passer en macromolécules. Donc il doit être réduit à la particule la plus petite. Protéine, c'est l'acide aminé, etc. Donc c'est l'acide aminé qui va pénétrer à l'intérieur du sang. Donc s'il n'y a pas cet acide aminé, il ne peut pas passer au niveau du sang. Parce que la villosité, elle absorbe l'acide aminé. Ça, c'est un exemple. Elle n'absorbe pas le peptide, le polypeptide ou la protéine. C'est pas possible. Donc, s'il y a maldigestion, il y aura par conséquent malabsorption. S'il n'y a pas d'enzyme aussi, et s'il n'y a pas aussi de paroi intestinale correcte, saine, il n'y a pas de paroi intestinale saine. L'exemple de la maladie cœliaque. Dans ce cas-là, il y a une atrophie villositaire, quelle que soit la cause, au fait. S'il y a une atrophie villositaire, il y a malabsorption, maldigestion. Ou bien, en dehors de l'atrophie villositaire, par exemple, une pathologie de la paroi digestive. Exemple, la maladie de Crohn. C'est quoi la maladie de Crohn? C'est une inflammation de la muqueuse. Aussi, une tuberculose intestinale. La tuberculose intestinale, c'est une inflammation. Vous allez avoir une malabsorption parce que c'est la barrière qui est censée faire cette absorption qui est malade. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir comme selles? Vous allez avoir des selles abondantes, aspect de bouse de vache, graisseuse, nauséabonde, une selle riche en nutriments. C'est cet aspect qu'elle va avoir. Elle est abondante car les aliments ne sont pas absorbés. Dans ce cas aussi de malabsorption, on a parlé de selles nauséabondes. Pourquoi en fait elles vont être nauséabondes, c'est-à-dire malodorantes? Car les nutriments ont été utilisés également par la flore intestinale.
Et elles sont donc collantes. C'est l'aspect de la bouse de vache graisseuse. Ok. L'autre diarrhée, en deuxième position, c'est la diarrhée dite motrice. Motrice, c'est-à-dire c'est le mécanisme. Ce n'est pas la malabsorption. Et on a dit c'est par quel mécanisme que les aliments passent et tout, c'est par, pardon, le péristaltisme. Le péristaltisme, donc dans ce cas-là, c'est une diarrhée qui est postprandiale et qui contient des débris alimentaires. Après le repas, hop, il y a une impériosité et le malade va émettre sa selle et à l'analyse de la selle, on va retrouver des débris alimentaires ou végétaux. Elle est postprandiale avec des débris alimentaires et végétaux. Ça, c'est la diarrhée motrice. Pour l'autre diarrhée, c'est la diarrhée sécrétoire. Dans ce cas, c'est une selle qui est liquide, qui est abondante. Elle persiste après le jeûne, c'est-à-dire si quelqu'un va jeûner, ça va persister, c'est-à-dire il y a une inflammation, une colite au niveau du côlon qui va se mettre à sécréter du liquide. Il y aura donc cette perte de flotte et d'électrolytes. C'est une diarrhée sécrétoire. La dernière, c'est la diarrhée osmotique. C'est l'exemple d'un patient qui, après une constipation, il prend un laxatif. C'est quoi un laxatif? C'est une macromolécule avec un pouvoir osmolaire qui va ramener l'eau du milieu vasculaire vers l'intérieur de la lumière intestinale, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, et vous allez avoir une diarrhée osmotique. Cette fois-ci, vous arrêtez le jeûne, elle régresse la diarrhée. Vous arrêtez l'apport de l'aliment hyperosmolaire. Alors, à côté de ces caractéristiques de la selle, vous allez apprécier aussi les autres manifestations. Ok? Les autres manifestations digestives, les autres manifestations extra-digestives également vont être recherchées, que ce soit cutanées, articulaires, oculaires. Notamment, il y a certaines pathologies rhumatismales, les spondylarthrites, associé à une maladie inflammatoire chronique qui touche l'intestin. C'est-à-dire, dans ce cas, vous allez avoir un problème digestif et un problème articulaire associé. Voilà, ils vont, ils vont être associés dans cette maladie, la spondylarthrite. Bien sûr, vous allez voir le retentissement sur l'état général et l'état nutritionnel. Pour les causes de la diarrhée chronique, donc pour la malabsorption, c'est une atteinte grêle. Donc c'est pas possible que ça soit une atteinte de l'estomac, c'est le grêle, c'est l'intestin grêle. Maladie cœliaque en tête, en premier lieu, c'est la maladie cœliaque. Maladie de Whipple. Whipple, c'est une pathologie en fait infectieuse également qui cause une atrophie villositaire. C'est une autre cause d'atrophie villositaire, tout simplement. Les lymphomes, ça c'est une hémopathie. Quoi encore? Les lombiliases. Les lombiliases aussi c'est une infection. L'atteinte du pancréas, la pancréatite chronique, pas aiguë dans ce cas chronique. Vous allez avoir aussi une malabsorption, soit comment? Il y a deux mécanismes, soit par atteinte de la muqueuse elle-même, ou bien par l'atteinte des deux organes responsables de la digestion. On en a parlé, le pancréas et la bile. C'est toujours par mal digestion. Un autre type de diarrhée, c'est la diarrhée motrice. On a deux principales étiologies. C'est le diabète et l'hyperthyroïdie qui sont responsables de la diarrhée motrice. La diarrhée sécrétoire, c'est surtout les médicaments et la diarrhée osmotique, c'est essentiellement la prise de laxatifs. On est arrivé au dernier signe qu'on va voir aujourd'hui ensemble qui est la constipation. Comment définir la constipation? C'est défini par le nombre de selles inférieur à 3 par semaine avec des caractéristiques de difficulté à émettre sa selle, émission avec effort, avec une selle dure et douloureuse, l'émission est douloureuse et sensation d'obstruction au niveau anorectal. Ça, c'est la définition de la constipation. C'est inférieur à 3 par semaine. Selle dure avec douleur à l'émission. Il y a au fait deux types de constipation. Elle est soit liée à une autre pathologie ou bien juste la constipation parce qu'il y a un dysfonctionnement. C'est comme un peu comme pour la dysphagie fonctionnelle et organique, c'est ça. C'est comme fonctionnel et organique.
C'est-à-dire fonctionnelle, c'est la constipation qu'on appelle constipation maladie, c'est un problème de péristaltisme, c'est le côlon qui est paresseux, c'est la colopathie fonctionnelle, c'est le cas le plus fréquent, ou bien constipation symptôme suite à une autre maladie, en fait c'est lié à une pathologie organique. Constipation maladie, c'est un problème de fonctionnement. Constipation symptôme, il y a un problème organique qui est caché derrière. Constipation maladie, c'est la plus fréquente, souvent ancienne et isolée. Regardez, ce caractère ancien et isolé, il est très important. Ancienne et isolée. Retenez-le, ancienne et isolée. Soit c'est une anomalie de progression, c'est tout le péristaltisme, soit c'est juste l'évacuation. Soit c'est le péristaltisme du côlon qui est perturbé, ou bien le péristaltisme se fait, mais c'est une anomalie, c'est une dyschésie terminale. C'est un problème d'évacuation. On a deux mécanismes, soit c'est le péristaltisme, soit c'est l'évacuation. Toujours, péristaltisme c'est fonctionnel, et évacuation, c'est fonctionnel. Les deux ordres sont fonctionnels, progression ou évacuation. Deuxième cas de figure, constipation symptôme. Là, non. Là, c'est pas comme la première. Il y a un problème organique derrière, organique digestif ou organique extra-digestif également. Et dans ce cas de figure, regardez, les caractéristiques changent. Plus ou moins récentes. Tout à l'heure, je vous ai dit de retenir le caractère pour la première constipation maladie, constipation, maladie, je vous ai dit de retenir le caractère ancien et isolé. Dans ce cas, vous allez retenir le caractère plus ou moins récente. Et dans la constipation symptôme qui est plus ou moins récente, elle va accompagner un autre processus pathologique. La première, ancienne et isolée. La deuxième, récente et associée à une pathologie. Voilà. Pour les antécédents, c'est important de les rechercher. Antécédents digestifs, antécédents gynécologiques, antécédents urinaires, les antécédents dans la famille. La date de début d'installation de cette constipation, c'est mis en gras. La date de début d'installation de cette constipation. Pourquoi? Parce que une constipation récente, même si elle est connue, même si le patient il est connu porteur de cette constipation, mais qui s'aggrave récemment, doit attirer votre attention et faire évoquer la constipation symptôme. C'est-à-dire même si il avait une constipation maladie, de progression ou d'évacuation, on s'en fiche. C'était quelque chose d'ancien. Elle s'aggrave récemment, attention. Peut-être il y a une néoplasie derrière cette complication. Je pense toujours à quelque chose de malin en premier. Et en dernier, je garde que cela peut survenir après changement d'alimentation ou prise médicamenteuse, mais le malin prime. Et puis, si c'est une erreur diététique, c'est rien. L'essentiel, on a écarté le malin. Et attention également, constipation récente plus anémie, constipation récente plus présence de sang dans les selles, constipation récente plus amaigrissement, constipation récente plus antécédent de néoplasie chez le parent. Tous ces signes-là qui peuvent accompagner la constipation récente, ça doit attirer l'attention. Même si c'est un malade qui avait une constipation maladie auparavant, le fait que la complication s'aggrave, attention. Pour les causes au fait, et aussi une petite remarque avant de passer aux causes, faut pas faire l'erreur de traiter la constipation sans savoir la cause derrière elle. Il faut toujours chercher la cause. Et donc, on va chercher les causes ensemble. Pour les causes de la constipation organique, on a toujours digestif, extra-digestif. Pour la digestif, en tête, en premier lieu, c'est le cancer colorectal. Alors, on a dit cancer colorectal, tumeur bénigne, parfois c'est des sténoses, là c'est des chirurgies, ou bien c'est les séquelles d'une chirurgie aussi. Ok, donc, ou bien aussi une compression extrinsèque.
Les deuxièmes causes les plus fréquentes après le cancer, c'est ce qu'il faut retenir, c'est les dysthyroïdies. Le problème de la thyroïde dans le sens, donc dans le sens hypothyroïdie, c'est la constipation. Attention, dans l'hyperthyroïdie, on a dit c'est quoi? C'est la diarrhée, ok? Dans ce cas-là, on va retenir l'hypothyroïdie. Le diabète aussi, ça va donner des diarrhées motrices. Et juste pour le mécanisme de l'hypothyroïdie, c'est par hypercalcémie. C'est voilà, c'est la lithiase. L'hyperparathyroïdie également, c'est par hypercalcémie. Elle peut donner la constipation, l'insuffisance rénale, l'hypokaliémie. euh, oui. On vous dit aussi la porphyrie. C'est quoi la porphyrie? C'est l'accumulation de porphyrine qui sont des précurseurs de l'hème. Si vous retenez pas ça, c'est pas grave. On a aussi les problèmes dégénératifs liés à un diabète ancien, les complications dégénératives du diabète, des maladies également neurologiques, Parkinson, sclérose en plaques. Là, vous voyez, c'est des pathologies en dehors du tube digestif. Les tumeurs également cérébrales, la dépression, les psychoses également, les médicaments sont pourvoyeurs aussi de constipation, notamment les opiacés, les anticonvulsants, euh, les neuroleptiques. Ça, c'est la constipation organique. Pour la constipation maladie, c'est en fait l'histoire du fonctionnement de ce côlon. Soit constipation du péristaltisme de progression. Là, on va mettre juste un traitement pour la constipation symptomatique. On peut aussi avoir les deux problèmes, de péristaltisme et d'évacuation. Voilà, c'est tout ce que vous devez retenir pour les causes. Il ne faut pas vraiment trop rentrer dans les détails. Et pour une dernière remarque que je vais vous donner, pour ces deux derniers signes, diarrhée et constipation, un patient qui consulte pour une diarrhée ou une constipation doit bénéficier d'un toucher rectal. Pour les deux, il faut retenir aussi que pour les deux causes, soit constipation ou diarrhée, la première cause qu'il faut évoquer, surtout s'il y a alternance diarrhée, constipation, c'est le cancer colorectal. Et le toucher rectal, pour redire ce que j'ai déjà dit, ça fait partie de l'examen clinique.